des gens parfaitement honorables, qui étaient au nombre de 3, qui étaient Pierre Albertini, Pantaleon Alessandre et Bernard Pantalacci, ont accepté d'aller faire justice eux-mêmes dans la prison d'Ajaccio. Bonjour. Il est 6h10, de faux gendarmes sonnent à la prison d'Ajaccio. Avec eux, 3 hommes armés, habillés en gendarmes, ont pénétré dans la prison d'Ajaccio en prenant 2 gardiens en otage. L'alerte est rapidement donnée par un surveillant qui se trouvait à l'intérieur de la prison et les forces de police encerclent le bâtiment. On prend les gardiens et à partir du moment où on a les gardiens, on a les clés de toute la prison. Hein. Et ça doit durer 8 minutes, hein, donc il faut faire très très vite. Ça doit durer 8 minutes. En fait, on attend plus d'un quart d'heure, mais pendant un quart d'heure encore, il n'y a pas de problème. Hein. C'est passé le quart d'heure finalement où l'alerte finit par être donnée et que la police arrive et que les autres ne réagissent pas. Les hommes de Broussard arrivent devant la prison. C'est là qu'ils arrêtent 2 individus, 2 militants du FLNC placés en couverture, Georges Moretti, Jean Vesperini. J'ai installé un petit PC là, aux abords même de la prison. Et puis on a pu intercepter à l'extérieur 2 types qui attendaient dans une camionnette avec des armes, plus qu'ils n'ont renfalé. Ça s'est pas passé comme on voulait, quoi. On avait fait le choix plutôt de se laisser arrêter plutôt que de rentrer dans un bain de sang, quoi, parce qu'il y a pas mal de flics dehors. C'était visiblement un petit commando qui était là en appui de ceux qui devaient normalement ressortir, mais comme les forces de police sont intervenues très rapidement, les types ont été bloqués à l'intérieur de la prison. Les 5 membres de ce commando ne sont pas des inconnus. Certains d'entre eux ont la réputation d'être parfaitement durs et déterminés. Ainsi, Pantaleon Alessandri, 30 ans, a déjà été condamné à 13 ans de prison dans une affaire de sabotage d'émetteurs de télévision. Il était aussi entré en contact avec les Palestiniens du FAT. 5 hommes, donc, qui ont été capables de lancer à la fois un défi au milieu et, il faut bien le dire aussi, à Robert Broussard. Après négociation, tractation et tout ce qu'on veut, en direct avec les types, j'ai pu, au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, obtenir la reddition des 3 types. On attend les médias pour que ça se passe devant tout le monde, notre reddition. C'était par rapport à l'assassinat de Mesrine par Broussard. Moi, je fais un signe, mais Pierre, il crie « Je l'ai fait l'aine ». Un moment après, bien sûr, on rentre dans la prison pour voir les otages, comment ça s'était passé. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a 2 morts. L'homme de main, Contini, avait fui le milieu sarde devenu dangereux pour se rallier à Leccia. Leccia, lui, le rescapé de la French Connection, avait quitté la Corse précipitamment dès juin 83. C'est le FBI qui l'arrêtera en décembre dernier aux États-Unis. À ces 2 hommes, hier matin, le commando n'a posé aucune question. Il était venu pour commémorer dans le sang la disparition d'Orsoni. À partir du moment où j'avais été désigné pour faire partie de ce commando, je me devais d'y aller. Maintenant, en tant qu'homme, vu que je connaissais Guy Orsoni, vu que je connaissais Alain et la famille Orsoni, j'étais très bien disposé pour participer à cette opération. Tous les risques étaient bons, il fallait aller jusque-là. En tous les cas, il était certain qu'on n'allait pas laisser quelque chose qui nous avait marqué, qui nous avait traumatisé, entre la torture du pauvre Guy, l'absence, sa femme qui attendait un enfant. On savait bien qu'il y avait quelque chose de complètement brisé. Il fallait donner une réponse. On assume tous les 3, donc on a décidé qu'on ne s'exprimerait jamais là-dessus. On a assumé ces assassinats à 3. Il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine forme de courage, un sens de responsabilité, de l'honneur également. Bon, il faut le reconnaître. Je n'approuve pas pour autant, attention. Hein. Mais en revanche, où j'étais quand même un peu déçu, c'est que Alain Orsoni ne soit pas présent.
J'avais dû venir, j'aurais été. C'est le plus grand regret de ma vie de ne pas y avoir été. Vous voulez que je vous dise tout là? Mon grand regret, c'est de ne pas avoir été dans la prison. Voilà. Parce que j'aurais bien aimé personnellement m'occuper de Salvatore Conti et Jean-Marc Collet. Bon, ça n'a pas été le cas. Je le regrette profondément. C'est une opération politique, la prison, qui a été décidée par la direction du Front, qui a été menée par la direction du Front, et je pense que c'est pour des raisons politiques qu'on n'a pas voulu qu'elle frère. Pour justement pas donner de dimension familiale à l'affaire, mais lui donner essentiellement une dimension politique. Ceux qui ont fait la prison d'Ajaccio nous ont donné le meilleur des gilets pare-balles. Après ça, il fallait vraiment prendre des risques pour s'attaquer à nous. Parce qu'on savait très bien que le Front irait chercher les coupables n'importe où. Moi, je me rappelle de discussions que nous avions quand nous avions 25 ou 26 ans, à l'époque de 76, ces années-là, les années de rêve, où nous avions des discussions où on pensait qu'on pouvait arriver à la libération nationale de la Corse par le biais de la violence, avec la violence, mais sans tuer, sans jamais tuer. Le FLNC applique les préceptes défendus dans sa nouvelle Bible, le Livre blanc. Il lui faut mettre en place ce que l'organisation appelle la lutte de masse. Les premiers syndicats nationalistes vont voir le jour. La création du STC, c'est aussi la volonté politique d'une organisation qui est le FLNC de développer des contre-pouvoirs et d'aller vers l'auto-organisation du peuple à travers des structures qui devaient se créer. C'était le STC pour les salariés, c'était d'autres syndicats pour d'autres catégories professionnelles. Les différents contre-pouvoirs ont permis à bon nombre de personnes de côtoyer le nationalisme à ce moment-là. Il y a des gens qui sont venus de tous les horizons. Et l'idée, c'était toujours cette structure pyramidale, le front en haut, direction politique, qui impulsait, qui dirigeait, qui contrôlait ces différents tentacules. C'était le front, à l'époque, qui était à l'initiative de la création de ces structures, mais en même temps, il ne souhaitait pas non plus que ces structures lui échappent. Il ne faut pas oublier quand même que Piero Poggio a essayé de brider sérieusement le STC. La lutte de libération nationale a vocation à être partout, à occuper tous les créneaux qui sont mis à sa disposition, à partir du moment où ces militants ont conscience qu'ils vont utiliser... Ce responsable politique nous avait dit, la direction du Front s'est réunie, il n'est pas question de parler de libération sociale, qu'est-ce que c'est que ces gauchistes? Et alors je m'étais dit, mais enfin, mais qui c'est celui-là pour venir dire, pour moi dans ma tête c'était, mais qui c'est celui-là pour venir nous dire, à nous, organisations syndicales, ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. On s'est retourné, on a fait un bras d'honneur. Et on a dit, nous, et bien sûr, on était peut-être inconscients, mais je pense pas. C'est pas parce que je vais demain avoir un passeport corse que je vais être mieux si le patronat est le même, si le système est le même, ainsi de suite. Le but, c'était pas de remplacer une classe politique par une autre, en ayant les mêmes... c'était de changer la politique. Et la politique, c'est large, hein, c'est la vie de tous les jours. On voyait apparaître des syndicats dans des endroits où jamais le syndicalisme continental n'avait été capable d'arriver. Notamment en Corse, il n'y avait pas de prud'homme. Hein, les patrons étaient des patrons de droit divin qui pouvaient jeter quelqu'un comme ça dehors. Et les nationalistes, là, ont tout d'un coup fait émerger quelque chose qui était, mon avis, profondément profitable à la société corse. On a été les seuls, la CGT, on l'a fait beaucoup plus tard, à syndiquer des travailleurs maghrébins dans le bâtiment. Je me rappelle, à l'époque, ça a fait pas mal de bruit dans le mouvement nationaliste. Le FLNC a revendiqué le meurtre des 2 Tunisiens. Il l'a justifié par le lancement d'une grande campagne anti-drogue qu'il serait en train de mener sur l'île de Beauté. J'étais, à titre personnel, dans l'incompréhension et vraiment dans le doute. Ça fait partie des choses qui m'ont vraiment posé problème, mais jamais personne ne m'a jamais entendu dire quoi que ce soit. Est-ce qu'on tue quelqu'un pour des baraques de shit? Politiquement, est-ce que c'est fondable? Bon, déjà, moralement, mais alors politiquement, moralement, c'est... Piero Poggio lui dit que c'était une erreur.
Moi, je crois que cet acte extraordinairement cruel et cynique, qui a été vraiment, alors là, suscité en Corse une réprobation comme on n'imagine pas. C'est vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu des gens qui se réclamaient du nationalisme dire que c'était épouvantable. Là, je crois que le front a été détesté par énormément de gens. Quand il y a des moments forts comme ça, là, on voit vraiment les différences, le fossé qui sépare les uns les autres, y compris les militants qui luttent ensemble. C'est un dérapage grave. Et le FLN a fait ensuite son mea culpa. Piero Poggioli en personne, selon son bouquin, est obligé d'accueillir les familles des victimes pour leur présenter des excuses. Ce qui est rarissime en Corse. Hein. Je ne connais pas cette démarche. Ce que je sais, c'est que cette action répondait à des préoccupations très électoralistes sur Ajaccio. Ce qui était grave dans cette histoire, en dehors de la mort de ces malheureux, c'est le fait de penser à faire ça. Voilà, hein, c'est ça qui était grave. C'est utiliser cela, la drogue, le maghrébin, comme ingrédient politique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Le mouvement dérivait sur une ligne xénophobe. La forme est inédite. 1 an après, un congrès clandestin se tient dans la banlieue de Cargèse. Une centaine de militants encagoulés décident alors un changement de politique notable, adoptant le principe de communauté de destin. Et Corse, toute personne vivant sur l'île et partageant les desseins de la lutte de libération nationale corse. Le terrorisme s'arrêtera le jour où vous aurez décidé qu'il doit s'arrêter. Pour cette première cohabitation sous la 5e, le Premier ministre a choisi de nommer M. Charles Pasqua ministre de l'Intérieur. Ce Corse d'origine semble enclin à mener une politique très ferme de rétablissement rapide de l'état de droit sur l'île. C'est l'homme du sac, des CDR, donc automatiquement danger. Et on s'en aperçoit très vite. La peur a changé de camp. Elle est désormais chez les truands et chez les terroristes. La peur. Nous n'accepterons jamais qu'une minorité tente par la force, le racket, la violence, l'explosion, l'assassinat, d'imposer sa loi. Oui, parce que c'est... Je pense que c'est peut-être le type le plus négatif que la Corse ait jamais connu. C'est un outil indispensable de la lutte antiterroriste. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, a défini la création d'une section spécialisée. Cette 14e section du parquet de Paris centralisera tous les dossiers de terrorisme islamiste, basque et bien sûr corse. Je deviens chef du service central de lutte antiterroriste à partir de 1986 et là je reçois une mission très claire de la part du Premier ministre de l'époque qui est Jacques Chirac. On se rend compte que l'on est en présence d'enquêteurs qui n'ont plus envie d'enquêter, de témoins qui craignent de témoigner et en phase d'enquête qui n'avancent pas. Pour lutter contre le terrorisme, il faut une connaissance. Donc vous ne pouvez pas donner une affaire un jour à un juge d'instruction, un jour à un autre, un jour à un policier, un jour à un autre. Tout ça va dans tous les sens, vous n'avez plus la vision globale. Je vais faire une tournée des popotes dans les gendarmeries, les commissariats, je vais rencontrer les témoins dans ces affaires criminelles et je vais leur tenir le discours suivant. Parlant ou étant censé parler au nom de l'État, je dis il n'y aura plus jamais d'amnistie. L'État français a compris. Nouvelle vague d'interpellations ce soir. 11 membres présumés du FLNC sont transférés à Marseille. Les sympathisants nationalistes manifestent devant le commissariat central d'Ajaccio. Quand la 14e section a été créée, donc les premiers temps, ça a été la guerre. Hein. La guerre totale. C'est-à-dire que bon, on avait en face de nous des gens extrêmement déterminés à nous éradiquer. Premier ministre de l'Intérieur corse depuis 1859, je mesure pleinement
Laissez donc faire ces comiques-là. Laissez donc faire ces comiques. Les comiques, vous portez la Corse dans la ruine. Vous la portez par vos provocations, par vos appels à la haine. Ministre de l'Intérieur, j'ai le devoir d'assurer la sécurité publique et cette sécurité sera assurée. Là, c'était une période... Là aussi, je dirais que ce n'est pas surprenant, vu le personnage, mais je crois que c'est celui qui a pourri le plus la situation. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais la lutte que nous avons engagée contre les terroristes ne prendra fin que lorsque nous les aurons mis hors d'état de nuire. Les Français marquent de plus. Les Français marquent de plus en plus. Il ne peut pas prendre la parole parce qu'il y a des centaines de militants nationalistes qui l'empêchent de parler. Charge des CRS, arrestation, mais il ne peut pas prendre la parole. C'est un échec cinglant. Vive la Corse et vive la France! Après l'assassinat de 2 gendarmes, le ministère de l'Intérieur utilise l'appel à témoins. En juin 87, des affiches avec les portraits de 6 membres du FLNC fleurissent sur l'île. À la clé, 1 million de francs de récompense. Wanted, le Far West, le shérif était là, c'était un peu dans la logique des choses. Des gens qui, politiquement, à ce moment-là, je ne dis pas n'existaient pas, mais ne pesaient pas vraiment, se sont retrouvés dans une situation où ils ont eu un pouvoir d'influence qui s'est vu accru. Et ça a été le cas de certains de ces militants, et qu'on a retrouvé d'ailleurs par la suite, y compris à des postes de responsables. Pasqua, avec une grande efficacité, obtient des résultats remarquables. Il retourne des gens, il obtient des informations, il met à genoux le front. Quand il est parti en 88, le front était tout près de rendre l'âme. Après la réélection de François Mitterrand et la nomination de Michel Rocard à Matignon, c'est Pierre Joxe qui occupera la fonction de ministre de l'Intérieur. Depuis de nombreuses années, se trouve posé à la communauté nationale, à la collectivité nationale, ce que l'on a appelé ici ou là le problème corse ou le malaise corse. Des poussées nationalistes, il n'y a pas de guillemets à l'oral, je les y mets, parfois trop souvent violentes, ont mis en évidence cette réalité jusqu'à l'absurde et même jusqu'à l'insupportable. Cela veut dire que le mal est profond et qu'il vient de loin. Je voudrais demander que l'on se souvienne. La France a acheté les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu une guerre pour les traduire, et nous y perdîmes davantage d'hommes que dans la guerre d'Algérie 2 siècles après. Pendant que nous construisions sous la Troisième République notre démocratie locale, nos conseils généraux, nos libertés communales, la Corse était sous gouvernement militaire. Je me souviens également qu'en 1962, quand les premières centaines de terres mises en vente au profit de la paysannerie corse par le Comsomivac furent réservées à raison de 90% à nos compatriotes de retour d'Algérie, en effet en déshérence. Il aurait mieux valu avoir une autre répartition entre la Corse et le continent de cette charge du rapatriement de nos compatriotes d'Afrique du Nord. Et nous avons porté là, à la Corse, un coup dont vous savez qu'elle n'est pas encore tout à fait remise. Moi, le discours de Rocard, Premier ministre à l'Assemblée nationale, je ne m'y attendais pas, j'étais assis devant ma télévision. Heureusement que j'étais assis, parce que vraiment, j'ai dit ce qui vient d'être prononcé par un Premier ministre de la France en fonction, c'est un pas de géant. Dans la gestion
Et peut-être, on y a tous cru, peut-être là, oui, vraiment, on va vers une solution. Il y avait le contexte calédonien, il y avait plein de choses qui nous faisaient penser que, bon, peut-être, la politique française s'infléchissait de manière différente et qu'il y avait là opportunité. L'art de faire la paix consiste, c'est vrai partout, c'était tout le problème du Moyen-Orient aussi, consiste à faire disparaître les raisons de scandale qu'une jeunesse trouve dans les conditions de vie, d'exploitation et de domination qu'elle subit de son propre peuple. Les îles européennes, en particulier celles de la Méditerranée occidentale, sont en effet toutes dotées de statuts particuliers et bénéficient pour la plupart d'un régime d'autonomie interne à valeur constitutionnelle. Pierre Joxe demande à rencontrer directement les clandestins du FLNC. Le Front mandate 2 émissaires. Les 2 négociateurs montent à Paris pour le premier rendez-vous secret. Joxe, un jour, nous l'avons rencontré à sa demande dans Paris. Je précise, toujours entièrement mandaté par le Front. Nous avons rendez-vous à 20h, il me semble, aux Invalides, en face l'écart d'Air France. À l'heure dite, une grosse voiture arrive, se gare juste en face, fait un appel de phare, nous traversons et nous montons dedans. Nous nous dirigeons vers un bâtiment que mon ami reconnaît comme étant, entre guillemets, la piscine. Nous montons dans les étages et nous sommes reçus par le ministre. Et là, j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, je pense que la clandestinité, pour moi, c'est terminé. Là, il y a eu une réelle opportunité de dialogue, avec un homme qui avait réellement compris, à notre avis, la portée, la dimension du problème, et avec une ambiance qui nous laissait penser qu'on allait peut-être déboucher sur une solution. Le plus, en 89, c'était le préalable intangible, d'abord la libération des prisonniers. C'est aussi un enjeu de négociation, ça. Et plus la négociation est intense et l'engagement ferme et sous mesure, parce qu'une amnistie, c'est une loi, c'est pas un accord qui la décide. Donc on a toujours, entre le moment de la signature d'un accord et le moment où on la vote, la loi, quelques semaines de travail parlementaire ou quelques mois. C'est le temps pour la partie signataire de l'accord avec le gouvernement de la République de donner des signes forts. Si vous voulez, l'amnistie, ça c'est le pouvoir de l'exécutif et du législatif. On n'a pas interféré, nous autres magistrats, dedans, mais je dis qu'à chaque fois, ça fait beaucoup de mal. Ça s'est fait assez rapidement, finalement. En moins d'une année, tout le monde a été libéré, et la loi d'amnistie est intervenue entre-temps. C'est la première fois que la famille nationaliste n'affiche plus un visage uni. Pierre Poggioli, ancien chef du FLNC, vient officiellement de démissionner de la Concolta, la vitrine légale du Front, pour protester contre la non-participation des nationalistes aux grandes grèves de 89. On lui reproche de ne pas avoir respecté la trêve des attentats, condition exigée par le gouvernement pour obtenir l'amnistie. Selon les responsables du FLNC, Pierre Poggioli avait peur de perdre son pouvoir avec le retour en Corse des prisonniers libérés. Ça a été les grandes grèves. La raison pour laquelle, effectivement, Piero Poggioli et un certain nombre de militants, très minoritaires à l'époque d'ailleurs, ont quitté le mouvement et ont fondé l'ANC. Sur cette préoccupation sociale, je pense qu'il y en a d'autres. Poggioli, manifestement, veut garder la mainmise sur les structures clandestines qu'il avait établies à l'occasion de l'incarcération des autres. Il voyait d'un assez mauvais œil que les autres soient libérés et reprennent leur place. Piero considérait que les détenus, ça n'avait pas d'importance, qu'il ne fallait pas négocier l'amnistie des détenus, qu'il fallait se cantonner à la négociation politique, et que l'amnistie en découlerait ou n'en découlerait pas, mais que peu importe. D'aucuns vont jusqu'à dire qu'en pleine période de trêve, ils n'hésitent pas à la remettre en cause. C'est-à-dire qu'il y a décision de ne pas faire d'action, et qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Alors ensuite, il a dit « je suis parti », c'est pas vrai. Il a été exclu. Je
suis mal placé pour en parler, puisque on est liés par nos femmes. Mais si je devais avoir un regard, je dirais, plus détaché, plus politique, c'est vrai qu'il a commis beaucoup d'erreurs. À un moment donné, c'était un psychorigide. Et à un moment donné, à d'autres situations, il a voulu à tout prix préserver son pouvoir, donc il a divisé, et bon. On aurait pu éviter la scission de 89. Un certain nombre de problèmes ont été posés, c'est vrai, notamment celui de la direction politique. Mais on aurait pu faire, tout en posant ces problèmes, l'économie d'une scission. Je pense que, à ce moment-là, il fallait savoir rester minoritaire. Monsieur Pierre Jox a présenté ce matin les grandes lignes du nouveau statut de la Corse. Dans ce statut, on trouve l'une des revendications essentielles des nationalistes insulaires, la définition d'un peuple corse. Au-delà du symbole, il y a aussi la redéfinition d'un corps électoral. 50 000 faux électeurs auraient déjà été radiés des listes. Devant les modifications apportées au texte du statut Jox, et notamment l'abandon du terme peuple corse, les militants clandestins du FLNC ont rompu la trêve qu'ils observaient depuis de longs mois. Le texte de revendication des attentats parle, avec la fin du peuple corse, de trahison de la parole donnée. Derrière la violence, vous défendez une cause. Et vous êtes dans la noblesse pure et dure. Le compromis, c'est toujours un peu boiteux. Et on peut toujours dire qu'un compromis, c'est une traîtrise par rapport à une cause initiale. Toujours. Notre souci, c'était pas de dire si on peut être indépendant. Parce qu'à très franchement parler, il y a un certain nombre d'entre nous, l'indépendance, moi par exemple, l'indépendance, je veux dire, je ne ferai pas une dépression, mais ceci, c'est pas pour ça que ça me paraît la solution idéale. Dans le contexte du monde aujourd'hui, de l'Europe, la Corse indépendante, sa flotte, son armée, son drapeau et sa monnaie, ça me paraît pas obligatoirement très réaliste. Donc on se serait contenté très largement, à l'époque, je veux dire à ce moment-là, d'une autonomie de style Catalogne. C'est pendant les journées de Corté, au mois d'août 1990, que la Concolta présente l'avant-projet de société du FLNC. Sa rédaction a mis en évidence de sérieuses divergences internes. Ce qui importe surtout, c'est savoir quelle société nous voulons. Et quelle est la Corse de demain, à un moment où la construction européenne nous voue à être une zone spécialisée dans le tourisme et à brader tous les autres secteurs de notre économie. Débat sur l'Europe, débat sur l'économie de marché, débat sur le tiers-mondisme, débat sur les relations internationales, débat sur l'ouverture de la culture, débat sur le type d'action et d'attentat, débat sur la direction politico-militaire. Il a bien fallu un jour poser les problèmes de fond. Et quand on les a posés, c'est là que sont nées les véritables difficultés. Le débat, c'est la primauté au FLNC, à la direction politique au FLNC, ou la primauté à l'organisation publique. Abandonner la sacro-sainte direction politico-militaire, là c'était dur. Peut-être que certains, je vais être bêtement méchant, n'existaient que par ça. On considérait qu'à partir du moment où le mouvement national représentait en termes électoraux, toute tendance confondue 25% des voix, la violence politique ne devenait plus, vous voyez, par tout à l'heure, ne devenait plus une nécessité, mais que ce qui devenait nécessaire, c'était non seulement de la temporiser au maximum, mais y compris de réfléchir très sérieusement et d'envisager qu'elle disparaisse. Nous avons eu à ce moment-là pratiquement la certitude que ceux qui tenaient ce discours avaient utilisé de l'argent à des fins personnelles. Alain Orsoni est mis en cause dans une affaire de racket. C'est cette histoire qui va déclencher les hostilités. Évidemment, qui est l'objet d'une tentative d'enlèvement et de racket du FLNC. La famille Mock aurait remis à des proches d'Alain Orsoni ou à Alain Orsoni lui-même une certaine somme.
Et seule une partie de cette somme aurait été retrouvée dans la comptabilité du front. Moi, l'affaire Montky, je ne connais pas. Personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que le trésor du FLNC, je ne l'ai jamais vu. Je ne suis certainement pas parti avec. François Santon, il notamment dit Alain Orson, c'est un pourri, il faut le virer du mouvement, etc. Quand l'exclusion d'Orson a été proposée, elle a fait l'objet d'un vaste débat au sein de toute l'organisation FLNC. Il y a eu un vote en majorité pour refuser cette exclusion. Une intoxication de grande envergure a été dirigée contre des responsables nationalistes. Ces patriotes ont volontairement fragilisé une situation et ouvert ainsi les voies à d'autres attaques en règle. Il incombait à notre mouvement de prendre ses responsabilités face à l'aggravation du climat. Il y a eu des militants qui ont été exclus de la structure, et il y en a eu pratiquement 300, c'est pas un petit nombre. Ils ont été exclus du front parce qu'ils ont participé sur le terrain à des actions de propagande qui visaient en quelque sorte à essayer de déstabiliser la direction pour reprendre en main le front, déstabiliser ma propre personne à l'époque également à travers des attaques personnelles, etc. Et c'est cette conférence de presse qui va en fait créer techniquement la scission. Notre action est un des remparts à l'implantation des démarches politico-mafieuses. La révolution faite par quelques-uns n'est qu'une prise de pouvoir, un coup d'État. Majorité ou minorité, qui s'est exprimé la nuit dernière? S'agissant d'un mouvement clandestin, c'est impossible à dire. On sait en tout cas qu'il est divisé, que ces divisions sont profondes, et certains redoutent maintenant qu'elles donnent lieu à de violents règlements de compte. Difficile d'y voir clair dans le maquis clandestin corse. Les quelques 300 militants qui ont été exclus il y a quelques semaines par la direction du front signent aussi aujourd'hui leurs actions FLNC. Quand les autres voudront faire authentifier leur communiqué, ils seront rejetés. Parce que j'ai les clés qui permettent de renouveler les authentifications, je les renouvelle au fur et à mesure. Le FLNC officiel a gardé son canal, donc est devenu habituel, et ceux qui étaient minoritaires sont partis et ont repris un vieux canal dit historique, un canal vieux de 10 ans. Jusqu'à la scission, le code du canal habituel était 84-1-4, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort d'Étienne Cardi. Le FLNC Canal Historique ne rassemble pas les militants historiques. L'appellation Canal Historique lui a été donnée par la presse parce que le FLNC a repris un vieux canal, un vieux code, pour authentifier ses communiqués. Le FLNC Canal Habituel, lui, a continué d'utiliser le code habituel. Le canal habituel entendait en fait et surtout se repositionner politiquement. Armé du FLNC historique pour cette conférence. Le FLNC canal habituel a voulu marquer une rupture. La conférence du FLNC historique a été... Le canal habituel a réitéré son habituel. Ce sont deux FLNC maintenant qui occupent la scène violente sur l'île. D'un côté, ceux que l'on nomme les habituels, les cadres du mouvement, et de l'autre, les historiques, la base militante du front et une petite partie des cadres. On savait qu'en miniature, on était majoritaire. On savait les délégués qui devaient voter, ceux qui votaient pour nous et ceux qui ne votaient pas pour nous. Donc ça se prépare une telle réunion? Oui. C'est bien sûr, ça se prépare. Surtout avec la situation de l'époque. Je ne dis pas que c'est ce qu'on a fait de mieux, mais on l'a fait, c'est notre histoire. À Biacha, tout le monde a peur, tout le monde craint l'autre. Je crois que tout le monde se calcule. C'est sûr, hein, tout le monde est armé. François Santoni, à cette époque-là, un héros de quelques-uns à cette époque, avec l'usi sous la veste. On sentait vraiment qu'il aurait suffi de très peu de choses pour que ça dégénère, pour qu'il y avait une violence contenue qui était quand même très forte. Je n'ai jamais envisagé qu'un mouvement politique qui se réclamait de la libération puisse en arriver à de pareilles extrémités.
Alain Orsoni et ses amis ont été mis en minorité au cours du vote. Les minoritaires ont décidé de démissionner et de créer un nouveau parti politique, le MPA, Mouvement pour l'autodétermination. On a eu une attitude de rejet global des personnes et des pratiques ensemble, disant ça, c'est pas possible. Il y a eu un défaut de démocratie dans le mouvement nationaliste. C'est-à-dire que les décisions ont été prises en petit comité, à quelques-uns, et après on faisait entériner ce qui avait été décidé par un petit nombre au plus grand nombre. Donc ceux qui étaient à l'écart se sentaient exclus. Contrairement, je dirais, à la première scission avec Poggioli et la création de l'ANC, là le mouvement se casse en deux. Le FLNC, dit canal historique, conserve donc sa vitrine légale, la Concolta Nacionalista. Il y avait une cassure, mais pas une cassure politique. C'est pas des gens qui avaient souhaité en gros de droite ou de gauche qui sont partis dans un sens là où c'est pas vrai, ça c'est faux ça. On sent tous qu'on est en période de prise de pouvoir. Il y a des territoriales en 92. Et là, les hommes sont ceux qui sont. C'est-à-dire qu'il y a les ambitions des uns et des autres. Ces débats politiques ont servi, je crois, aussi de paravent à d'autres conflits qui étaient des conflits personnels entre des dirigeants ou entre des militants qui souhaitaient s'approprier une parcelle de pouvoir. Ils sont 3 dans le local du Ribombe. Il y a Léo, Yves et je crois Antoine Verdi. Et ils nous disent, voilà, il y a 50 militants dehors qui veulent prendre le Ribombe de force. En l'espace d'une demi-heure, on réunit 30 ou 40 militants. Les rues étaient désertes, et puis un quart d'heure, 20 minutes après, et 2 4x4 bâchés qui sont arrivés. Et là, on me suis dit, on est sauvés. On prend position, on les empêche d'avancer. De part et d'autre, il y a des injures, des menaces qui fusent, des armes qui sont montrées. On avait tracé une ligne symbolique en disant celui qui l'a franchi. Tout ce que la lutte représentait de gens déterminés se trouvait là. Antoine et Jean-Martin de part et d'autre. Donc frères, quand même. C'est comme dans une avalanche, une boule de neige, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et on est incapable d'avoir des réactions individuelles. C'est ça qui est dramatique. Je me rappelle avoir dit, si vous voulez jouer à Egartuchade, aux fusillades, on joue pas aux fusillades. Mais vous savez ici comment ça commence, vous ne savez pas, ou est-ce que vous êtes trop jeune, comment ça peut finir. Il y avait 80 personnes armées. J'avavais vu déjà qu'à Miacha, ça avait failli dégénérer. Et on passe de très près à un affrontement armé ce soir-là. J'ai très mal vécu. C'est une des raisons pour laquelle je suis parti la tête basse du mouvement. Moi, j'ai compris qu'il y avait des haines très fortes, des haines d'hommes qui s'étaient développées ce soir-là, et il y avait des humiliations aussi, et que ça n'allait pas en rester là, c'était clair. Voici venu le temps de gérer. Charles Pasqua retrouve la place Beauvau. Le Premier ministre, Édouard Balladur, vient de le nommer ministre de l'Intérieur. Il était déjà titulaire du poste de 1986 à 1988. Voilà un an qu'ont eu lieu les premières élections territoriales corses. Le MPA, le Mouvement pour l'autodétermination, s'affichait autour d'Alain Orsoni. La liste d'union, Corsica Nation, menée par Edmond Simeoni et initiée par la Concolta, a obtenu 9 sièges, le MPA 4. En mars 1992, un électeur corse sur 4 a voté nationaliste. En dessous de 25%, on frappe et au-dessus, on discute, en gros. Il y a eu des prises de contact tout azimut avec tout ce qui pouvait avoir un nom dans le nationalisme existait à cette époque. Je pense que tout le monde a rencontré un émissaire ou un intermédiaire. Il est monté comme un seul homme, se prosterner devant M. Pasqua, qui promettait aux uns le pouvoir politique et aux autres le pouvoir économique. On savait qu'il y avait des négociations avec Pasqua, avec l'appareil d'État, et on se disait, mais nom d'un chien, s'ils sont capables d'abattre un militant
pour montrer qu'ils sont les plus forts, mais demain, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux peuvent être menacés. Robert Sozzi, militant du FLNC Canal Historique, a été abattu par ses frères d'armes. C'est le meurtre de trop. C'est pas le premier meurtre, malheureusement, mais le pas qui a été franchi, c'est pas le meurtre, c'est la revendication. Placés en état de légitime défense, nous avons procédé à 3 reprises à l'élimination d'individus dont l'intention ferme et arrêtée était de porter atteinte à l'intégrité physique de plusieurs de nos militants. Ensuite, le secrétaire général de la Concolte, qui était à l'époque Vincent Stagnard, a expliqué qu'il y avait une légitime défense préventive. C'était une notion juridique qu'on ne connaissait pas. C'est décevant. Parce qu'on s'aperçoit aussi que les gens qu'on pouvait penser qu'ils étaient des intellectuels n'ont pas réagi. Ils ont accepté, ils ont même justifié. J'ai expliqué le contenu du texte. Le FLNC, effectivement, s'estimait en état de légitime défense. C'est ce que j'ai dit. Le FLNC s'estime en état de légitime défense. Ce que les gens du FLNC ont voulu dire, c'est que s'ils n'avaient pas agi de cette manière, les choses auraient ensuite été très graves. C'est-à-dire qu'ils se préparaient des assassinats. C'est ce qu'ils ont voulu dire. Le meurtre de Soult a levé le dernier tabou. Le dernier tabou, c'était un nationaliste. Bon, mais là, ça... On a pu penser que l'on avait atteint le comble de l'abjection avec l'assassinat de Robert Soult. Aujourd'hui, nous le disons clairement, les mêmes responsables de cette ignominie viennent de perdre leur âme en assassinant un militant nationaliste connu pour son dévouement et son intégrité, Franco Muzzi. Le FLNC déclare qu'Alain Orson est un chef mafieux. Il déclare aussi que c'est le canal habituel qui a assassiné Jean-François Philippe et Franco Muzzi. Toutes les organisations politiques de Corse, tous les hommes et les femmes de ce pays qui s'expriment sur ce sujet condamnent l'assassinat de Franco Muzzi. La Concolte fait un communiqué, n'en parle même pas, s'inquiète du climat et dit on cherche à utiliser cela. Pour moi, pour nous, c'est une signature. Le secrétaire général du MPA s'est permis de porter des accusations insultantes et révoltantes à l'égard de l'ensemble des militants de la Concolte nationaliste. Pour couper court à toutes ces manipulations et à cette campagne de diffamation publique, nous réaffirmons solennellement notre condamnation sans restriction des assassinats de Jean-François Philippe et de Franco Muzzi. Nous n'avons plus affaire à des organisations politiques, mais bel et bien à des organisations criminelles. Il y a une solution que nous proposons. Nous sommes quelques militants de Concolte ici présents, disposés à régler le compte hors politique. À Louzo-Gourse, sans aucune couverture politique. Louzo-Korsou, le mot a été prononcé, Louzo-Korsou, l'usage corse. Les armes vont maintenant régler les différends personnels. Nous attendons donc une réponse de M. Orson. Lorsque les conflits sont très importants entre deux groupes, entre deux groupes d'intérêts aussi opposés à ce moment-là, je crois que tous les moyens ont été utilisés pour gagner. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la période où il y a eu cette fameuse période des tracts. Moi, je me suis reconnu dans les tracts et j'ai bien compris le message. Il fallait bien désigner l'ennemi, de toute façon. Quand vous voulez abattre les gens, il faut bien désigner l'ennemi et puis dire pourquoi c'est un ennemi. Un militant nationaliste a été assassiné à Ajaccio. 3 hommes abattus, une femme grièvement blessée. La guerre entre les factions rivales du nationalisme corse fait rage. Une nouvelle flambée de violence en Corse où 3 nationalistes ont été abattus en une seule journée. Nouvel assassinat en Corse. Le garde du corps de l'un des principaux dirigeants nationalistes corses. En Corse, c'est l'escalade dans les règlements de compte. Escalade de la violence en Corse. Un militant nationaliste a été tué cet après-midi à Bastia dans l'explosion d'une voiture piégée. 15 autres personnes ont été blessées. On a passé des mois et des mois à porter les cercueils d'amis, c'est-à-dire les cercueils de gens de sa famille, de proches très chers.
Non, je vais essayer d'être complètement honnête. On le vit avec beaucoup de haine. Je voulais dire qu'on le vit comme un drame, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. On tue n'importe qui, n'importe quoi, des innocents, vraiment. Bon, je dis pas qu'il est coupable innocent, mais des fois, c'est au nom de la riposte immédiate. Bon, le militant qui a un emploi, qui a un emploi du temps, qui a des horaires de travail, qui a un parcours connu, on le tue. Mon frère, c'était quelqu'un de la Concolte. Et peut-être il fallait tuer quelqu'un de la Concolte le jour, mais c'était la logique dans laquelle nous étions enfermés à ce moment-là. On est sorti de la raison et on est dans la folie meurtrière là, qui est alors vraiment classique de notre comportement. Je préfère, comment dirais-je, je préfère aller au bout que perdre la face. C'est pas mon genre. J'ai pas été élevé comme ça. Il y avait une espèce de peur généralisée. Tout le monde avait peur. Vous rasez les murs. Parce que c'est ce qui reste à faire, c'est de raser les murs. Pendant un bon moment, il n'y a plus rien eu de politique. C'était des bandes. On est passé d'un sommet, le FLNC, projet de société, réunion publique avec des milliers de personnes, à un affrontement généralisé en quelques mois. La responsabilité, qu'on le veuille ou non, elle est collective. C'est pas deux individus qui ont décidé comme ça qu'ils allaient mener le mouvement national. Moi, je n'y crois pas à ça. Il m'est sûrement arrivé de donner mon opinion ou d'avancer des hypothèses. Et je crois que c'est des attitudes qui sont néfastes. Et je regrette personnellement de l'avoir fait. Il y a même jusqu'au plus petit militant qui est allé dire « j'ai vu le tel qui était caché, il t'attendait peut-être et tout », qui a entretenu la psychose et tout. Donc je pense que la responsabilité individuelle, il y a des personnes qui sont ressorties plus que d'autres. C'est quelqu'un qui avait montré sa sincérité, son engagement, sa détermination. C'était quelqu'un qui, pour moi, était un militant sincère. C'est Pasqua qui a mis en selle François, en faisant l'interlocuteur privilégié. On le ressort à Paris, en lui donnant le pouvoir de libérer et de faire libérer ses amis, en lui donnant le pouvoir de mettre en prison ceux qui sont contre lui. François a trouvé son compte parce qu'il pensait se servir d'eux pour arriver, ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, c'était devenu... Il y avait le montreur de marionnettes et la marionnette. Il suffit qu'un émissaire du pouvoir ou en haut lieu on vous invite, on vous fasse miroiter un certain nombre de choses, pas forcément personnelles, en disant bon, vous allez avoir ça, etc. Et que vous pouvez, parce que nous avons une mentalité de coloniser, manger à la table des grands, ça y est, on est arrivé. La police, elle a raisonné comme avec les voyous. Quand il y a une guerre entre voyous, elle ferme les yeux et compte les points. Et là, elle a fait pareil. Les gens qui sont encore antinationalistes et pour des raisons diverses devraient ériger une statue à Charles Pasqua. Parce que Charles Pasqua, c'est le seul ministre de l'Intérieur qui est parvenu à se débarrasser des nationalistes. Arriver à l'issue de 2 ans et demi de guerre nationaliste sans avoir jamais arrêté un assassin, là je dois dire que c'est très fort. Souvent, dans un règlement de compte, malheureusement, l'affaire d'après résout celle d'avant.
Mais elle ne la résout pas judiciairement. Ou bien on explique qu'il y a des sociétés qui sont parfaitement impénétrables et c'est pas la peine de mettre 2 fois plus de gendarmes et de policiers, on n'essaie plus rien, on dit la Corse c'est comme ça, ou bien quand même on essaie de faire des choses, et moi je remarque une chose, c'est que les policiers corses sont des policiers remarquables. Simplement le problème c'est qu'ils ont été tout le temps découragés par les intrusions de la politique en permanence. On leur disait il ne faut pas arrêter un tel parce qu'ils discutent avec le pouvoir en ce moment. Les rapports parlementaires, au moins le sénatorial, a dit que les politiques avaient gêné énormément l'action de la police. Mais c'était indéniable. Personnellement, en tous les cas, je n'ai jamais eu d'intervention politique. Je ne crois pas savoir que mes collègues en aient eu. Non, vous savez, la solution consiste d'abord à ne pas arrêter des gens. Parce que nous, justice, nous sommes saisis d'une affaire que dès l'instant où les gens sont arrêtés. Cette nuit, c'est une bonne vingtaine de militants nationalistes clandestins du FLNC historique qui ont été interpellés en flagrant délit par les forces de l'ordre sous le commandement du commissaire divisionnaire Dimitrius Dragacci, directeur du SRPJ, alors que les clandestins allaient faire sauter les installations du golfe de Spérone. On en a pris 17 en flag, on va dire. Bon, c'est pas de bavure, ça ne discute pas. Avec des armes, etc. Sans heurts, pas de blessés, rien du tout. Pasqua se retrouve avec 14 personnes, je crois, en tôle. Et le grand problème, c'est que si vous voulez continuer à discuter, vu qu'il y avait la demande incessante du front de libération, c'est qu'il fallait les libérer. J'ai cru comprendre qu'il avait été remis en liberté, ce commando, quelques mois plus tard. Inutile de vous dire que tout cela ne m'a pas vraiment ravi. Il y a eu, si vous voulez, des quantités de problèmes dans l'affaire Spérone, à commencer par des problèmes de procédure, si vous voulez, dans l'interpellation de ces gens. Ça s'est fait un petit peu dans la pagaille. Hein. Enfin, si quand on prend les gens en flagrant délit, en plus avec des armes, il n'y a pas de charge, on ne voit pas quand est-ce qu'il y en aurait. Bon, et en 9 mois, tout a été liquidé. Les 14 types ont été libérés. Pour l'État, c'était catastrophique, franchement. Quand on est en discussion et qu'on décide à un moment donné de libérer un tel ou un tel, tout le monde est dans l'hypocrisie la plus totale. Mais c'est ça qui se passe. Mais avec des acteurs conscients. Donc, si vous voulez, tout le monde joue un jeu de rôle. Quand on fait partie d'une juridiction comme la 14e section, il est assez hypocrite de vouloir soutenir qu'on ait des juges indépendants. 14 ans de carrière, vous n'avez jamais eu un coup de fil d'un cabinet du ministre de la Justice? Jamais. Nous devions, nous, les femmes, pousser ce cri parce que nous avions conscience à l'époque que ce cri ne pouvait venir que de nous, en disant « ça suffit ». Mes chers compatriotes, vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. C'est Jean-Louis Debré qui a été nommé place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Il remplace Charles Pasqua. 6 mois après l'arrivée de Jean-Louis Debré au ministère de l'Intérieur, le FLNC Canal Historique organise la plus impressionnante conférence de presse de son histoire. L'ombre du gouvernement se dessine derrière les cagoules et les armes. 600 hommes en tenue de combat, armés et cagoulés. Une conférence de presse clandestine a donné le ton quelques heures avant l'arrivée de Jean-Louis Debré sur le sol corse, le ministre de l'Intérieur, qui dément toute tractation avec les autonomistes. Nos envoyés spéciaux en Corse, Michel Fine et Didier Rancoeur. C'est une démonstration de force. Ces lance-roquettes américains, ces fusils mitrailleurs, cet étalage d'armement militaire sont là pour le prouver. Le nombre des militants, 5 à 600 rassemblés clandestinement dans le maquis, vise là aussi à impressionner.
C'est la conférence de presse la plus importante jamais organisée par le FLNC. Elle est signée Canal Historique. À quelques heures de l'arrivée de Jean-Louis Debré, alors qu'on parle de négociations, ce déploiement de force n'est pas innocent. Cette fois pourtant, le FLNC est là pour annoncer un signe d'apaisement, la trêve des attentats. Celle-ci se traduira dans un premier temps par une suspension de toutes opérations militaires pour une durée de 3 mois. Le message est clair. Les militaires se taisent, ils laissent les politiques entamer d'éventuelles négociations. Bon, tout le monde sait que on ne peut pas déplacer 400 ou 500 personnes, même s'il n'était pas tout à fait 600, comme ça, presque en plein jour, ou en soirée, dans toute la Corse, sans que quelque part il y ait des yeux fermés au niveau de l'appareil étatique. Il est évident que la police, on savait que qu'une réunion clandestine allait se tenir pour annoncer une trêve. Il y a 600 personnes, avec une certaine démonstration de force pour montrer que le gouvernement, lorsqu'il s'engage avec une organisation clandestine, il s'engage avec un interlocuteur de poids. Mesdames et messieurs, j'ai le sentiment profond qu'aujourd'hui, c'est peut-être ouvert, même s'il est fragile, l'espace nécessaire à la discussion et au dialogue. En fait, ce dialogue a commencé il y a plusieurs mois. C'est le ministre de l'Intérieur qui a souhaité avoir des contacts avec les clandestins. Le FLNC Canal Historique a mandaté l'avocate Marie-Hélène Mattei pour être l'émissaire de l'organisation Place Beauvau. J'y suis allée une première fois avant la fin de l'année 95. Et là, il m'a fait part de sa volonté de reprendre la politique initiée par son prédécesseur et donc de renouer le dialogue avec les nationalistes. Il me dit qu'il faudrait que le FLNC commence à réfléchir à la possibilité d'une trêve des attentats. Dans le message de Jean-Louis Debré, il y a la demande d'une organisation d'une conférence de presse. Oui. Lorsque on a écrit que Jean-Louis Debré avait demandé à ce qu'il y ait beaucoup de monde à cette conférence de presse. Oui. C'est vrai ? Oui. Eric Travanca est assez étonnant. Disons que dans un état de droit, ça fait partie des spectacles qui peuvent parfois choquer. Cette image qui aurait dû être une image de sérénité, en disant voilà, on va se prononcer pour une trêve, on va peut-être à terme déposer les armes, voilà nos revendications, donc vraiment quelque chose qui va dans le bon sens, et bien cela est perçu, mais à l'opposé. Le résultat a été minable, c'est-à-dire que le gouvernement s'est retrouvé à l'époque complice de ce qu'il faut bien appeler un événement extrêmement violent qui était la manifestation de Tralon, où un certain nombre de gens agitaient des mitrailleuses, etc. Enfin tout ça, c'était l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Et je trouve que là, Debré a montré la pleine mesure de ses capacités intellectuelles et morales. Là, il était très bon. C'est maintenant Matignon et Alain Juppé qui reprennent la gestion directe du dossier corse. Jean-Louis Debré étant accusé à l'intérieur même du gouvernement de s'être compromis dans les négociations avec les clandestins. Ce revirement dans la gestion gouvernementale est dû également à l'attentat contre la mairie de Bordeaux, attentat revendiqué par le FLNC historique. Le gouvernement est déterminé à combattre ce terrorisme-là. Notre détermination à mener cette politique est d'autant plus forte que l'immense majorité de nos concitoyens corses l'approuvent. Je l'ai vu moi-même lorsque j'y suis allé au mois de juillet, sont attachés à la République et à la France. Nous ne laisserons donc pas une poignée d'irréductibles entraver le processus que nous avons engagé, qui est un processus de solidarité,
de générosité légitime vis-à-vis de la Corse et en même temps de rétablissement de l'autorité de l'État. Il y a eu une rupture de politique et François s'est retrouvé en prison, instantanément. Ils n'avaient qu'à soulever n'importe quelle affaire pour l'accrocher, quoi. Marie-Hélène Mattei a été interpellée ce matin à l'aéroport de Bastia et dans la foulée, surprise, c'est son compagnon François Santoni, lui-même, qui se constitue prisonnier. Condamné à 4 mois de prison ferme pour port illégal d'armes à feu, il déclare aujourd'hui vouloir purger sa peine. Et voilà comment on se retrouve en prison. Alors, vous aviez Santoni débarrassé, Mattei débarrassé, Rossi débarrassé. François Santoni faisait l'objet par ailleurs d'un avis de recherche après l'attentat du golfe de Spérone. Une nouvelle affaire Spérone. Cette fois, le gouvernement a choisi la fermeté. Le FLNC Canal Historique est mis en cause dans une affaire de racket après l'attentat commis contre le golfe de Spérone et la tentative d'extorsion de fonds de 4 millions de francs. C'est le patron du golfe, en brisant la loi du silence et en portant plainte, qui a déclenché toutes les interpellations. Dans Oribombo, à un moment donné, il y avait la pub pour le golfe d'Ousperon. Apparemment, à l'époque, ça allait bien. Et puis il y a une scission. Tout d'un coup, on se met à plastiquer le golfe d'Ousperon. C'est pas pour des questions idéologiques. Cette génération n'a pas échappé aux dérives affairistes. La trace de quelques-uns de ses éminents représentants se retrouve dans des liens avec le milieu de l'extrême sud de l'île, ou encore avec ce qui est appelé sur l'île la brise de mer, une bande de malfaiteurs qui régnerait en maître sur l'économie de la Haute-Corse. Ces flirts entre voyoucratie et responsables politiques ont terni l'image du nationalisme corse. Et les sommets normes qui ont été partagés entre qui? Entre des hommes politiques qui n'étaient pas nationalistes, hein, des gens de droite, des gens de gauche, des voyous et le FLN. Donc là, style Spérone, au style le port de plaisance de Tog. Je vous dis, chez nous, il n'y a jamais eu de barrière entre, je dirais presque entre le magistrat et le voyou. Ils peuvent se retrouver en famille ou dans des cercles d'amis ou même dans des loges. On a eu la puce à l'oreille, mais on pensait que ça faisait partie de choses très isolées, qui allaient s'estomper par la vigueur du mouvement, qui devait forcément se régénérer, et que, ma foi, ça n'était que des comportements hyper marginaux. Et on a sous-estimé ces comportements. La dérive, c'est effectivement produite, elle est d'ailleurs inévitable. Hein. Un mouvement terroriste qui n'a pas, ou un mouvement violent qui n'a pas abouti à ses fins au bout d'un certain nombre d'années, dérive toujours. L'appât du gain et l'intérêt fait partie des dérives qui sont tout à fait prévisibles et tout à fait probables dans n'importe quel groupe politique. Quand je vois des nationalistes qui s'acoquinent avec des pseudo-mafieux ou des soi-disant mafieux, c'est sûr que ça fait mal. C'est obligé que ça fasse mal. Je veux dire, c'était pas mes objectifs à moi. La brise de mer, c'est un phénomène paramafieux. S'il y a une mafia demain en Corse, ça viendra d'eux. C'est des gens qui disposent d'un pouvoir économique qui est réel. Alors il faut savoir que la Corse a toujours été habituée à se diriger vers celui qui nourrissait, hein, vers la main nourricière. Donc la main nourricière ne sera plus l'État demain. Si ce n'est pas l'industrie et une forme d'économie légale, ce sera la forme d'économie souterraine. Il est un peu plus de 21h hier soir. Le préfet Erignac vient de garer sa voiture pour Napoléon. Il se dirige à pied vers le théâtre Calisté car il va au concert. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont retrouvé 6 douilles et surtout le pistolet, un Beretta 9 mm. L'arme a été volée en septembre lors de l'attaque d'une gendarmerie à Petrosella au sud de la Corse. Un acte attribué selon les policiers à une branche dissidente du FLNC Canal Historique. Je suis corse avant tout, je suis né ici, j'ai toujours vécu ici et ça ne se fait pas. C'est la première fois en Corse qu'on voit ça. On devient pire qu'au Texas maintenant, c'est pas possible. C'est catastrophique pour la Corse, c'est tout. Ça se règle là. Et ça fait des années que ça dure et ça continuera toujours. C'est tout.
Le grand flic Roger Marion, le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière et le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement ont sabré le champagne ce soir place Beauvau. Les enquêteurs spécialisés ont réussi à démanteler une partie du commando, mais ils ne sont pas parvenus à mettre la main sur celui que 2 de ses complices désignent comme le tueur présumé du préfet, Yvan Colonna. Yvan Colonna. Ce militant n'est pas un inconnu. Berger de son État, il a été élu à l'exécutif du mouvement nationaliste dès 1983. Il a côtoyé les différents chefs du FLNC pendant plus de 20 ans, mais c'est de François Santoni qu'il paraissait le plus proche. Avec Alain Ferrandi, il composait même le groupe d'action de Santoni. En fait, Yvan Colonna et ses amis n'auraient pas supporté les compromissions du leader du FLNC historique avec l'État. Ils auraient alors fondé un groupe clandestin indépendant. Je pèse mes mots, après l'assassinat de M. Irignac, la politique qui a été menée par l'État en Corse a été lamentable et inacceptable. Moi, je l'ai vécu, donc, puisque pour avoir été arrêté par la DNAT, ils ont commencé par arrêter des nationalistes, ensuite tous les nationalistes, ensuite autour des nationalistes, et ensuite de plus en plus large. L'assassinat du préfet Irignac, c'était quand même pas une petite chose. C'est quelque chose de très important. Bon. Qu'il ait fallu chercher un petit peu partout, notamment dans les milieux nationalistes, écoutez, je crois que ça me paraissait quand même la moindre des choses à faire. Roger Marion, à la direction de la DNAT, voulait suivre ses filières à lui, la filière agricole, ensuite la filière intellectuelle, la filière informatique. Pointés du doigt dans les textes de revendication de l'assassinat du préfet Irignac, les agriculteurs Mathieu Filidori, militant aguerri, fondateur du FLNC, et Marcel Lorenzoni, militants historiques, anciens parachutistes, ont été appréhendés par la Division nationale antiterroriste, la DNAT. Ça a duré 5 mois avec un acharnement total, avec une hargne, un machin, un truc. C'est incroyable, incroyable. Et s'il ne faut pas prendre des pistes avant d'être sûr qu'elles soient bonnes et qu'elles vont aboutir, à ce moment-là, on ne fera plus rien. On ne travaille pas sur le terrorisme comme on travaille sur le droit commun. Moi, j'étais suspect parce que ça faisait tellement d'années que je faisais rien qu'il devait trouver ça normal. Il a trouvé ça normal et il m'a incarcéré. L'état de droit, c'est pas n'importe quoi, c'est pas la chose sorcière, c'est le contraire de la police. C'est un état dans lequel l'État s'impose à lui-même des limites. C'est la protection du citoyen contre l'arbitraire de l'État. C'est ça l'état de droit. Le commando a finalement été arrêté grâce à l'analyse des appels de téléphone portable émis autour du lieu du crime. Les données informatiques des communications, c'est saisi par mon service, dans la nuit. À partir de l'heure de l'assassinat, il n'y a qu'à faire le tour et de identifier. On a mis 15 mois pour le faire, c'était suspendu après mon départ. Donc on s'aperçoit que c'est une histoire qui aurait pu être réglée très rapidement et qui a duré pendant 1 an et demi par la faute de l'État. Ça a permis à la police de refaire un petit peu l'état des lieux, et même beaucoup l'état des lieux en Corse, en interpellant maximum de gens, perquisitionnant, saisissant des documents personnels et autres. L'assassinat du préfet est un acte politique. Un acte politique tout à fait détestable, mais un acte politique. C'était des gens qui ont souffert énormément de la guerre entre nationalistes et qui ont décidé de porter la souffrance en dehors du cercle nationaliste en tuant le préfet et donc en provoquant une répression qui ferait se ressouder tout ça. Ils avaient l'idée que l'État était responsable de la division, qu'il avait fomenté, entretenu, alimenté la division et qu'il fallait un acte de rupture absolue pour revenir à un mouvement qui revenait à son idéal d'origine. On ne fonde rien sur la mort d'un homme. Fût-il un des représentants de l'État français.
C'est donc bien presque toute la famille nationaliste qui est invitée aujourd'hui, 4 septembre 1999, à se rassembler à Migliacciaro, à l'appel du comité du Fumorbu, la même où il y a 9 ans, elle éclatait en différentes factions, seul manquant à l'appel François Santoni et ses amis d'Armata Corsa. Dans cette région, les militants des différentes organisations ont gardé des contacts entre eux. Donc ils lancent l'initiative de cette réunion publique. Le comité nationaliste du Fumo regroupe l'ensemble des nationalistes. Ça m'a fait bizarre de voir des gens à 1 mètre de moi, avec qui on avait failli se tirer dessus plusieurs fois. Une démarche qui apparaissait comme totalement impossible quelques mois auparavant, c'est quasiment un miracle. On ne peut pas invoquer sans arrêt la solidarité, la fraternité, le respect des autres et se comporter comme des bandes. Le sentiment national doit transcender les factions, les sigles, les moments, les élections, les personnalités. Pour moi, c'était dur parce que j'ai perdu un frère. Ça aussi, je ne peux pas l'oublier. Et en même temps, il fallait bouger, il fallait sortir de... Bon, et là, je leur ai dit que même le soir de l'assassinat de mon frère, je n'avais jamais désespéré du mouvement national. Je crois que c'est ces mots qui ont mis sur les rails toute la démarche du comité du Fumo. Les organisations du mouvement national sous-signé s'engagent solennellement et irrévocablement à bannir tout rapport de force violent entre nationalistes, et ce, en toutes circonstances. Une réunification de la classe politique nationaliste qui devrait aussi se traduire par la création dans les prochains jours d'un FLNC uni appelé Union des combattants. Si on n'avait pas utilisé la violence, il n'y aurait pas d'université. Si on n'avait pas utilisé la violence, on aurait un littoral qui serait complètement bétonné, etc., etc. Si on n'avait pas utilisé la violence, on peut discuter sur l'utilisation de la langue. On a peut-être fait une erreur, là. De trop politiser l'utilisation de la langue. Parce que la langue appartient à tous les Corses et à tout, et même à ceux qui étaient contre nos idées. On a réappris notre histoire, on a fait en sorte que cette histoire revive et qu'elle soit transmise aux générations futures, ce qui n'était pas le cas pour nous. À l'école, on n'apprenait pas l'histoire de Corse. Ma fille a appris l'histoire de la Corse. Ce mouvement identitaire qui a épousé des formes tiers-mondistes à son départ, qui a ensuite pris des formes de plus en plus populistes pour arriver au surréalisme actuel, ce mouvement, non seulement n'a pas empêché les dérives actuelles qui vont vers une société de plus en plus mafieuse en Corse, mais il a créé les conditions d'une légitimation de ce comportement. Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui a perdu son père, à une mère qui a perdu son fils, à une femme qui a perdu son mari? Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant en bas âge à la question « Pourquoi papa est mort ?» Si on peut me donner une réponse à ça, il faudra bien la donner, la réponse, parce qu'un enfant, il a besoin d'une réponse. Et cette réponse-là, je crains que ce ne soit rien. Mort pour rien. Si j'avais 20 ans aujourd'hui et ne sachant pas ce que je sais, je serais militant clandestin. C'est clair. C'est clair, parce que il n'y a rien qui a changé. En 30 ans, il n'y a rien qui a changé. Comment voulez-vous qu'une nation indépendante au XVIIIe siècle, ayant quand même eu
une certaine aura dans l'Europe des Lumières, puisse être ravalé au rang de 2 vulgaires départements. C'est ça le problème. Et si demain il y a une décentralisation à la française, comment voulez-vous qu'on puisse s'en satisfaire? Un peuple aussi petit que le nôtre, aussi asservi, qui a subi un tel laminage humain et culturel et économique, et qui a quand même démontré une très forte capacité de lutte, ne peut pas finir comme ça. Et c'est pour ça que, bon, malgré tout, malgré l'amertume, malgré la déception, je pense qu'il y aura un renouveau du peuple corse. Ce n'est pas possible autrement. Et qui a una nazione corsa camperà. Se non volemmo davvero uncisi e più pastoie né per l'uomo né per l'altra e canta sotto a elodie se no diremmo tutti insieme forse un giorno sciapperà forse un giorno sciapperà un crombo come un cantore